Question subséquente, une des faiblesses, en tout cas des failles qui a été utilisée par le droit extraterritorial américain et des pratiques de corruption d'un certain nombre d'entreprises françaises qui, on l'a aussi entendu dans d'autres auditions, étaient peut-être exagérées, et j'insiste sur le peut-être, ce n'est pas moi de le juger, de la part du droit américain, mais qui existaient quand même, qui n'étaient pas non plus des faits de corruption imaginés ou inventés. Dans nos auditions, nous avons pu comprendre qu'à Bercy même, il y avait un bureau qui, non pas organisé évidemment, mais enfin qui était au courant d'un certain nombre de pratiques qu'on peut estimer quand même condamnables du point de vue moral ou même éthique, des grandes entreprises françaises. Excusez-moi, monsieur le Premier ministre, je finis ma question. D'un point de vue moral ou éthique, qui avaient connaissance de ces diverses formes de pratiques assimilables ou assimilées à de la corruption. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait que l'État français, les gouvernements successifs, d'ailleurs, évidemment pas seulement celui que vous avez dirigé, ont, semble-t-il, peut-être d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez ou vous l'ignorez, l'existence de ce service, ont laissé quand même prospérer ces pratiques, alors que la législation américaine était assez claire depuis les années 70. Il y a une immense hypocrisie américaine parce que les entreprises américaines se livrent exactement aux mêmes pratiques. C'est ça le sujet. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre la corruption. Je dis que ce n'est pas aux Américains d'imposer leurs règles en matière de corruption aux entreprises européennes et ce n'est pas aux Européens d'imposer les leurs aux entreprises américaines. Voilà, c'est ça mon point. Oui, pour vendre des avions, Boeing a certainement, dans le passé, ou pour vendre des systèmes d'armes, a certainement utilisé des méthodes qui sont condamnables. Et des entreprises européennes ont fait la même chose. C'est au gouvernement européen, c'est au gouvernement français de combattre ces pratiques. Ce qui n'est pas acceptable, c'est que ce soit un gouvernement étranger qui nous impose ces règles. Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez jamais être sûr que ce gouvernement étranger est sincère et qu'il agit en l'occurrence uniquement pour combattre la corruption et pas pour faire tomber une entreprise européenne qui le gêne. Et le fait qu'il y ait eu une grande concentration des sanctions américaines sur des grandes entreprises françaises qui étaient en situation de concurrence avec des grandes entreprises américaines est quand même troublant. C'est ça que je veux dire. Je vous remercie. Dans votre exposé, votre introduction, vous avez aussi mentionné la tentative des réalités d'ingérence provenant, si ma liste est bonne, au moins de la Turquie, du Maroc, de l'Algérie, avec des consignes de vote qui étaient données. Est-ce que vous pourriez développer ce point? Et pareil, est-ce que sous votre gouvernement, des mesures ont été prises pour contrer, limiter ou empêcher cette forme d'ingérence? C'est dans cet esprit-là que nous avions entrepris la création du Conseil du culte musulman. C'était pour essayer de faire en sorte que, s'agissant de la religion musulmane, elle puisse échapper progressivement à l'influence de ses parrains qui, suivant les nuances de cette religion, sont la Turquie, le Maroc et l'Algérie. Et oui, bien sûr, on a assisté on a vu de façon très précise des consignes de vote données par les Turcs ou par les Algériens ou par les Marocains à travers leurs responsables religieux. Et c'était la réponse qu'on a essayé d'articuler, c'était le Conseil du culte musulman. Je ne dis pas que le résultat a été remarquable, mais en tout cas, il faut déjà, c'est important déjà d'être conscient que ça existe. Et là, je trouve que l'ingérence, elle est directe. Elle n'est pas fantaisiste, elle n'est pas à travers je ne sais quel réseau social, elle est directe. C'est des instructions de vote. Merci pour la bonne compréhension, en tout cas de ma personne et de ceux, je pense, qui nous écoutent. Quand vous parlez de consignes de vote, c'est-à-dire que ces gouvernements étrangers, à travers leur réseau d'imams, donnent des consignes de vote à toutes les élections. De ce que je oui, connaissais. Mais dans votre connaissance, excusez-moi, Monsieur le Premier ministre. Bien sûr. C'est à toutes les élections françaises, c'est-à-dire à la fois des consignes de vote pour les élections, on va dire pour celles qui sont les plus importantes, municipales, présidentielles et législatives, par exemple.
Est-ce qu'elle favorise un parti parmi d'autres ou est-ce que ça tourne? Il y a eu des consignes de vote au niveau local. Il y a eu des consignes de vote. Alors, parfois, elles peuvent s'annuler, parce que ce ne sont pas les mêmes obédiences. Mais il y avait des consignes de vote au niveau local, au niveau national, des consignes de vote pour des partis qui étaient plus favorables ou qui semblaient plus favorables au culte musulman. Et donc, ce sont des ingérences qui sont considérables compte tenu du nombre de personnes sensibles ou qui pouvaient à l'époque être sensibles à ces consignes de vote. C'est-à-dire le nombre de ressortissants ou d'anciens ressortissants ou de personnes ayant une attache avec ces pays. Merci, mais justement, je dois dire que cette information quand même me préoccupe. Est-ce que vous avez, en tant que Premier ministre, est-ce que vous avez quantifié cette influence? Est-ce que nos services l'ont quantifié? Est-ce qu'à un moment, on s'est interrogé, vous êtes interrogé avec votre gouvernement sur le fait que sur certains territoires, peut-être, où ces populations sensibles à ces consignes de vote étaient importantes, que des élections de notre République aient pu aller dans un sens ou dans l'autre, parce que excusez-moi, Monsieur le Premier ministre, mais il faut vraiment que je puisse finir mes questions. Pardon, donc ces consignes de vote qui ont été données donc par des gouvernements étrangers à travers des réseaux religieux, est-ce qu'il y a à votre connaissance des territoires de la République, peut-être des municipalités, qui ont pu aller dans un certain nombre d'élections sur notre territoire qui sont serrées, un certain nombre de territoires qui auraient pu basculer d'un sens ou de l'autre parce que des consignes de vote depuis l'étranger ont été données? Non, je ne suis pas capable de répondre à cette question, je ne suis pas capable de quantifier les choses et je ne veux pas m'aventurer sur des terrains sur lesquels je n'ai pas suffisamment d'éléments. Mais ce à quoi beaucoup d'élus locaux qui, j'imagine, sont ici, ont été confrontés, c'est quand même à la gestion de certaines mosquées, pour dire les choses, dépendant de certains États qui posaient problème. Et c'est pour ça que nous avons pris des mesures pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins d'ingérence étrangère dans la gestion des lieux de culte, qu'on a créé le Conseil du culte musulman et qu'on a essayé de bâtir ce qu'on appelait l'islam français ou l'islam de France. Après, je suis incapable de mesurer les conséquences de ces ingérences. Simplement, je dis qu'elles sont connues. Elles sont pas. C'est pas moi qui vous apprends ça aujourd'hui. Ce sont des faits qui sont parfaitement documentés et sur lesquels il y a une littérature. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ma dernière question sera une question a déjà été posée là-dessus, mais la réponse ne m'a pas paru complète par rapport à l'enjeu de cette commission. Vous avez évoqué donc des articles de presse qui peuvent paraître, qui font des assimilations par capillarité, par des titres choisis qui peuvent renvoyer à un article dont le contenu est en fait assez différent, contenu qui d'ailleurs parfois n'est pas accessible. Donc le titre est accessible par le plus grand nombre et le contenu qui peut dire l'inverse ou en tout cas nuancer le titre ne l'est pas. On peut considérer que la diffusion de ce genre d'article peut avoir une influence sur le processus électoral ou tout simplement sur la bonne information de nos concitoyens ou de leur relais. Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas faire des déclarations supplémentaires. C'est évidemment votre droit, mais quand même avec l'expérience que vous avez de la vie politique française, son évolution aussi dans le temps, une différence de pratique, d'évolution de la manière dont les campagnes sont faites. Un regard rapide sur les élections de ces 20 dernières années, on remarque à certaines périodes de tension électorale, un certain nombre de partis politiques, tous ont plus ou moins été frappés. Certains sont accusés d'être favorables au Venezuela, certains favorables à la Russie, certains favorables aux États-Unis, où des noms d'oiseaux ou des soupçons sont invoqués envers des personnalités engagées. Est-ce que pour vous, c'est une pratique qui a toujours existé? Est-ce que c'est une pratique qui a fait des allers-retours? Et est-ce que ou est-ce que pour vous c'est une pratique qui existe, ou est-ce que la question que je pose d'ailleurs n'est pour vous pas pertinente ou ne relève pas d'observation sérieuse? Bref, voilà, est-ce que évidemment cette commission s'occupe des réalités, des risques d'ingérence sur notre démocratie, mais aussi de la possibilité que ces risques ou ces réalités d'ingérence soient elles-mêmes utilisées pour aussi manipuler l'opinion dans l'autre sens? Alors, ces risques-là, ils ont toujours existé. Ces pratiques-là, elles ont toujours existé. Dans les campagnes électorales d'autrefois, on accusait les communistes d'être aux ordres de Moscou, les centristes d'être payés par Washington. Simplement,
Alors, je réponds prudemment parce que j'ai pris du recul et je ne suis pas au cœur des choses comme vous l'êtes, et donc peut-être que mon appréciation est pas totalement pertinente. Mais je pense que dans ces époques, il y avait une presse plus contradictoire. Là, on a le sentiment que sur un certain nombre de sujets, c'est quasiment unanime. C'est-à-dire que le papier qui va sortir à 8 heures d'un journal, il va se propager toute la journée sur toutes les chaînes d'infos, sur tous les réseaux sociaux, et avec une certaine forme d'unanimisme, quoi. Et c'est ça que je trouve gênant. Si je prends l'exemple de la crise de la guerre en Ukraine et de la situation en Europe, je lis beaucoup la presse américaine. Je suis frappé de voir qu'il y a aux États-Unis un débat, paradoxalement, dans le pays qui est le plus engagé dans le combat contre la Russie, il y a un débat beaucoup plus ouvert. Il y a des gens qui donnent des arguments pour, des arguments contre. Bon, chez nous, j'ai beau chercher, c'est unanime. Et c'est jamais bon quand c'est unanime. En disant ça, je ne porte pas de jugement sur le conflit. Je dis que c'est jamais bon quand la totalité d'un système médiatique ou la quasi-totalité d'un système médiatique défend une seule thèse. Et c'est ça peut-être qui est plus grave aujourd'hui que ce que j'ai pu connaître dans le passé. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait un débat contradictoire violent, mais chacun allait vers le média dans lequel il avait confiance et dont il pensait qu'il défendait ses idées. Aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets, pas sur tous, mais sur un certain nombre de sujets, et notamment sur ceux que vous avez évoqués, sur ces accusations de partis qui seraient vendus à je ne sais quelle puissance étrangère, il y a une certaine forme d'unanimité. Je vous remercie. Que des questions des commissaires, Madame la rapporteure? Très bien. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie du temps que vous avez consacré à notre audition, aux réponses que vous avez apportées à nos interrogations. Chers collègues, nous nous retrouvons jeudi pour les 2 dernières auditions de notre commission d'enquête parlementaire avec Monsieur Beauvais qui sera en visio pour des raisons personnelles qui étaient justifiées, et ensuite Monsieur Schaufhauser qui sera en présence de son avocat, puisque contrairement à d'autres, sa demande nous a semblé, avec Madame la rapporteure, légitime pour que l'audition puisse se produire, ce qui compte. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie à nouveau. Je remercie les services de l'Assemblée pour l'organisation de cette journée de travail. Je vous souhaite une belle soirée. La séance est levée.